Alors bonjour. Je vais commencer par une question. C'est pratique, ça évite d'avoir des choses à raconter. D'après vous, qu'est-ce que signifie aider? Et généralement, la réponse est ouf. Pourtant, on en parle tous les jours, en permanence, dans nos professions, dans nos façons d'intervenir. On considère qu'aider, que l'aide sociale, l'accompagnement social, le travail social, est comme une évidence. Mais quand est-ce qu'on sait qu'on a aidé? Est-ce qu'on peut déclarer de façon unilatérale qu'on a aidé quelqu'un? En fait, on ne le sait que quand la personne nous dit qu'elle a été aidée. Mais même quand elle nous dit qu'elle a été aidée, est-ce qu'on l'a aidée vraiment? Il y a des aides qui sont des handicaps qui s'avèrent être des handicaps. Donc la question de savoir ce qu'on veut est importante quand on parle d'aider. L'approche centrée sur le développement du pouvoir d'agir part d'une prémisse. Une prémisse qui dit que les problèmes sociaux sont des problèmes structurels, d'origine structurelle, mais qui ont des impacts personnels différenciés. C'est-à-dire qu'ils n'atteignent pas toutes les personnes de la même manière. Et que ces impacts différenciés provoquent des inégalités structurelles. C'est-à-dire que les gens ont plus de difficultés à s'en sortir que d'autres, notamment lorsqu'ils ont accumulé un certain nombre d'échecs ou de difficultés, qu'ils ont rencontré un certain nombre de déceptions. Parce que s'installe le doute. Alors il faut intervenir de manière simultanée sur le structurel pour réduire les iniquités et sur l'accompagnement personnel pour restaurer le rapport à l'action. Comment est-ce qu'on peut faire pour intervenir de cette façon-là? Il faut trouver un dominateur commun. Il faut faire en sorte qu'un intervenant qui travaille sur le terrain ne limite pas son champ à l'accompagnement des personnes, mais crée les conditions au développement de ces personnes, comme un jardinier crée les conditions pour que ces légumes poussent. Et parmi les conditions à créer, il y a des interventions à faire sur le plan local, régional, national, à chacun à leur niveau. Et j'entendais tout à l'heure parler de micro-actions. En fait, ce ne sont pas des micro-actions, ce sont des actions globales qui ont qui prennent une forme micro, qui se développent sur le plan micro, mais qui ont des conséquences globales. Si par exemple, je modifie les heures d'accès à la garderie du quartier pour améliorer la qualité du service qui est offert aux personnes qui vivent sur le quartier, je fais une action micro, mais qui peut faciliter beaucoup de changements parallèles. Donc je fais un changement stratégique. Et c'est une des caractéristiques de l'approche avec laquelle je travaille, c'est qu'on travaille de façon stratégique. Je reviendrai tout à l'heure sur la notion de comment libérer la capacité de l'action. On verra qu'en fait, on ne libère pas une capacité parce que la capacité, elle est là. On crée les conditions pour qu'elle puisse se manifester. C'est pour ça qu'on parle plus d'un pouvoir que d'une capacité. Parce que l'inconvénient de la notion de capacité, c'est qu'elle peut être décrétée de façon unilatérale. On peut décider que telle personne est capable ou incapable. Les fameux cas lourds. Vous avez déjà entendu parler des cas lourds? Lorsqu'un intervenant n'arrive pas à faire quelque chose avec quelqu'un, il trouve souvent l'explication que c'est parce que le cas est trop compliqué ou que le cas est trop lourd. Le problème, c'est qu'on n'a jamais trouvé la balance pour peser ces cas lourds. C'était une aparté. Donc en fait, comment trouver une façon d'agir, d'intervenir efficacement au niveau structurel et au niveau personnel? Comment mettre en commun cette préoccupation des municipalités, des gouvernements, avec les préoccupations des gens du Rocher qui accompagnent au quotidien? C'est d'avoir une même cible. Et cette cible, c'est la cible du pouvoir d'agir. Du développement, du soutien au développement du pouvoir d'agir pour que les personnes retrouvent leur potentialité d'acteurs. Or, une des choses qu'on a laissé passer assez rapidement, c'est que le fait d'accumuler des échecs ou des déconvenus détruisait la capacité d'action. On observe des phénomènes de retrait parce que l'échec est coûteux sur le plan développemental
et qu'on essaye d'éviter de reproduire des situations où l'échec est probable. Jusqu'à réduire son mode d'action à un petit territoire, à routiniser son activité de façon importante, simplement parce qu'on espère ne pas rencontrer d'échec. Ce que nous avons à faire tous ensemble collectivement, c'est de permettre aux personnes de retrouver le goût d'agir, de retrouver le goût du risque de l'action. Et ce risque est d'autant plus important que les échecs ont été accumulés depuis longtemps, ou que les effets systémiques ont créé des situations qui conduisent à des échecs. Et quand la capacité d'action est détruite, la capacité à se réinitier l'action, à recommencer à essayer, à reprendre le risque, demande un courage exceptionnel. Et je suppose que des gens ici ont vécu cette réalité-là, de partir d'une situation où ils ne croyaient plus du tout que quelque chose soit possible, et de prendre le risque quand même de réessayer. Et si vous avez été témoin de ça, vous avez sûrement constaté à quel point ça prenait un courage digne d'admiration. Donc, il faut développer le pouvoir d'agir. Mais pourquoi le pouvoir d'agir? Là, je vais demander ce qu'on passe le... Alors, pour reprendre sa route, c'est-à-dire pour se remettre en route, on peut garder l'image d'une population, d'un collectif ou d'une personne qui s'est arrêtée sur la route de son développement, de sa croissance, parce qu'elle considère qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de possibilité de succès. Et quand elle est arrêtée sur la route, on a intérêt à être très convaincant pour qu'elle se relève et qu'elle se remette en marche. Ceci dit, sans allusion politique, je ne vis pas en France, je ne suis pas pour un parti quelconque. Donc elle se remet en mouvement. Alors ça, c'est un élément de contexte. Il y a une augmentation de la demande d'accompagnement, une distribution des ressources disponibles, une diminution des pratiques traditionnelles qui sont mises à l'épreuve. Je ne reviendrai pas là-dessus, ce serait trop long. On peut continuer. Voilà, c'est ça que je voulais vous présenter. C'est une phrase de Paul Ricoeur, le philosophe, qui est déterminante parce qu'elle nous ouvre tout un champ d'intervention. La souffrance n'est pas uniquement définie par la douleur physique, ni même par la douleur mentale, mais par la diminution, voire la destruction de la capacité d'agir, de pouvoir faire, ressentie comme une atteinte à l'intégrité de soi. Ce qui fait souffrir, c'est de se demander si je suis capable à nouveau d'essayer et si je suis capable de réussir. Et tout ce que nous avons à faire, à la fois collectivement, comme responsable d'une municipalité, d'un gouvernement ou d'accompagnant, c'est de créer les conditions pour que cette personne ne vive pas un échec supplémentaire ou que ce groupe ne vive pas un échec supplémentaire, mais puisse réussir quelque chose dont elle va se créditer la paternité. Parce que ce qui est très dangereux, c'est lorsque... C'est beau. Lorsque vous faites quelque chose à la place de quelqu'un et que vous le frappez dans l'épaule en disant « c'est bien, tu as réussi ». Mais il n'est pas dupe. Hein. Il se doute bien que s'il a réussi, c'est parce que vous étiez là. Et donc, s'il réussit quelque chose par l'intermédiaire d'un tiers, ça vient confirmer qu'il ne parviendrait pas tout seul. Ou vient confirmer qu'on a besoin d'aide. Et qu'on a besoin d'aide pour réussir. Et donc, sans aide, on ne réussira pas. Ça flatte l'ego de l'intervenant qui considère qu'il a réussi à sauver la personne. Mais dans cette approche, lorsque quelqu'un a réussi quelque chose et qu'il vous remercie en vous disant que c'est grâce à vous, vous avez tout raté. Parce que l'enjeu fondamental, c'est que la personne réussit ce qu'elle tente et se le crédite. Et ce n'est pas si simple que ça. Parce que lorsqu'on est parti avec une série de déconvenus et une série de problèmes, on a du mal à penser qu'on est encore capable d'agir sur le monde de façon efficace. C'est vrai pour une collectivité qui va se refermer sur elle-même en pensant que son action sur le monde, sur la société, ne parvient pas à lui permettre d'atteindre les objectifs qu'elle se donne. Donc la notion de pouvoir d'agir, elle se présente un petit peu comme le levier qui se trouve exactement au centre de l'axe collectif individuel, structurel, personnel. C'est-à-dire que c'est une manière à la fois structurelle de permettre aux individus d'agir leur vie,
d'être auteurs de leur existence et de faire une force de proposition et de créativité. Et c'est également une façon personnelle de restaurer son développement. C'est-à-dire que, on pourrait dire rapidement, c'est mettre le libre arbitre au service du bien commun. Mais le libre arbitre, entendu comme étant quelque chose d'enraciné. C'est-à-dire, c'est là où il y a des subtilités importantes entre le fait de développer le pouvoir d'agir, de permettre à une personne de développer ce qui est important pour elle, ses proches ou la collectivité à laquelle elle s'identifie, et le devoir d'agir, qui est souvent une injonction politique qui désigne une population en lui disant « vous devez changer, vous devez être moins violent, vous devez être plus discipliné, vous devez moins décrocher ». En fait, à partir de ce moment-là, on définit le problème et les solutions et on place une prescription sur la personne. Et en plaçant une prescription sur la personne, on crée les conditions pour son blocage. Parce que ça ne correspond pas forcément à ce qui est important pour elle ici maintenant. Et ce qu'on a découvert avec la pratique, ça fait 20 ans qu'on travaille là-dessus, c'est que plus on arrive à toucher quelque chose qui est important pour elle, ou pour un collectif, ou pour un quartier, ici maintenant, c'est-à-dire plus stratégiquement, on va chercher l'espace de travail dans lequel il est possible d'obtenir un changement significatif et des multiplicateurs, plus le mouvement de changement est puissant et durable. C'est-à-dire qu'en fait, il apparaît clairement que si on travaille sur ce qui est important pour les personnes ici maintenant, on a un effet de levier très puissant et un effet de rayonnement très puissant qui va se reporter sur l'ensemble de la problématique. Donc s'il s'agit par exemple de la scolarité, si on arrive à résoudre un problème qui tient à cœur aux habitants d'un quartier, qui peut être par exemple l'installation d'un centre sportif à côté de l'école, parce que le contexte fait que les enfants jouent dans la rue, on peut déclencher des effets qui vont avoir des répercussions sur l'assiduité scolaire, sur la qualité de l'accompagnement aux devoirs, sur un tas de choses. Ça va rayonner énormément. Et le résultat le plus important, ce sera que les gens auront leur salle de sport. C'est-à-dire vont se créditer le fait d'avoir la salle de sport. Et s'ils se le créditent, ils rentrent en cohésion les uns avec les autres. Il y a un nous collectif qui se crée, qui devient très fort. Donc, le pouvoir d'agir, c'est véritablement le levier entre le structurel et le personnel. C'est aussi le levier entre le structurel et le personnel parce que c'est une approche qui permet de regarder les conditions qui font obstacle. Les conditions peuvent être personnelles, les conditions peuvent être structurelles, et généralement elles sont un peu des deux. Et d'agir sur les deux. Et c'est là où je reviendrai tout à l'heure avec le rocher. C'est sur sa capacité à agir sur les deux. C'est-à-dire, ça ne peut pas simplement créer un lien, ben, je dis simplement, c'est pas si simple, mais pas simplement créer la confiance, créer les conditions, mais accompagner le changement. Et accompagner le changement dans toutes ses dimensions, dans ses dimensions individuelles et dans ses dimensions structurelles. Et s'il faut faire une démarche auprès de la mairie, ou s'il faut que la mairie se coalitionne avec d'autres mairies pour faire une démarche auprès de la région, ou la région auprès du gouvernement, eh bien on y va en changement émergent de cette façon-là. Et à partir de ce moment-là, on obtient des résultats très intéressants parce que les gens sont collectivement auteurs de l'action. Et ça attribue le succès de l'action. On peut passer à la diapo suivante. Oui. Donc en fait, le principe, c'est ça, c'est que le fait d'exercer une forme de régulation sur ce qui est important pour moi ici maintenant permet une restauration du rapport à l'action. C'est-à-dire qu'on sort de ce que Laborie appelait l'inhibition de l'action. C'est cette espèce de sentiment d'impuissance qui fait que je ne peux ni agir ni me battre. On rajoutera aujourd'hui, maintenant qu'on connaît un peu la nature de certains animaux, ni faire le mort. Je ne peux pas m'en sortir, ni en agissant de façon active, ni en agissant de façon par la fuite. À partir de ce moment-là, je m'auto-détruis. Laborie avait fait la démonstration avec un problème de santé de l'estomac. Il avait montré que les brûlures d'estomac étaient directement reliées au sentiment d'impuissance, biologiquement. Bon, il y a quelques prémices qui sont importantes. Le fait qu'on ne peut pas nier ce qu'on a vécu.
Pourquoi c'est si puissant le pouvoir d'agir? C'est parce que lorsqu'on a construit l'idée qu'on était un groupe délaissé dans les banlieues, par exemple, ou lorsqu'on a construit l'idée qu'on était un bon à rien, ou un ne vaut rien, quelqu'un qui n'a pas de valeur, ou un groupe stigmatisé, aucun discours n'a de prise. Aucun discours n'a de prise parce que ce sont des paroles, ce ne sont pas des choses sur lesquelles on peut construire une remise en question de préjugés ou des croyances que l'on a. Par contre, le passage à l'action réussi est absolument indéniable. Je ne peux pas nier que j'ai réussi quelque chose. Je ne peux pas nier que j'ai vécu ce que j'ai vécu. Et vous avez peut-être rencontré des situations où des groupes ou des jeunes, ou des gens individuellement, vont essayer de vous convaincre que s'ils ont réussi, ce n'est pas grâce à eux, c'est grâce à quelqu'un d'autre. Et on peut se retrouver dans des situations où on va devoir convaincre la personne qu'elle a vraiment réussi ce qu'elle a réussi. Et ça, le retour au fait devient magique. Parce qu'on ne peut pas nier ce qu'on a vécu. Donc on peut facilement dire à un groupe qui se considère comme stigmatisé, qui a réussi quelque chose, le renvoyer simplement au fait, avez-vous ou n'avez-vous pas posé tel geste? Est-ce que ça a donné ou pas donné ce résultat? Et progressivement, ça fait sauter la structure cognitive du préjugé, parce qu'on vient d'inscrire une contre-expérience, c'est-à-dire une expérience qui vient infirmer le fait d'être marginalisé, qui vient infirmer le fait d'avoir échoué, qui redéveloppe la dynamique du mouvement et qui permet aux gens de se remettre en route. Très important, agir n'est pas être actif ni s'agiter. On a souvent entendu parler d'empowerment, je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là, comme étant une panacée. Il suffisait que les gens se mettent à agir pour que tout se règle. En fait, ça ne marche que si on agit sur quelque chose qui est important pour soi, sur ses proches, ou la collectivité à laquelle on s'identifie. Sinon, c'est de l'activisme. C'est comme si le fait d'être actif avait en soi une valeur potentielle. Et ça laisse planer l'idée de base que si la personne n'est pas active, c'est qu'elle est passive, et si elle est passive, c'est qu'elle est feignante. Qu'il faut qu'elle se bouge, et qu'elle est apathique, et qu'en la mettant en action, il va se passer quelque chose. Généralement, ce qu'on arrive simplement à faire, c'est faire souffrir un peu plus les personnes en les secouant. Je ne dis pas que l'activité n'est pas utile, que le fait d'être actif n'est pas utile, mais il faut que ça corresponde à quelque chose pour la personne. S'agiter, ça c'est lorsqu'on n'a pas de solution. On retrouve ça beaucoup chez les praticiens du social. Quand ils n'ont pas de solution, ils vont dans tous les sens. Ils interviennent dans tous les sens, dans toutes les directions. Ils tentent n'importe quoi pour ne pas rester impuissant, dans l'impuissance. Généralement, ça ne donne pas grand-chose parce qu'ils vont nulle part de façon directe. Ça ne marche, agir, qu'à partir du moment où on agit sur ce qui est important pour la personne, ses proches ou la communauté à laquelle elle s'identifie. Et ça a une signification très importante, c'est que par exemple, lorsque le rocher fait des accompagnements, il part naturellement, si j'ai bien compris, de ce qui est important pour les personnes. Et c'est peut-être pas évident a priori, mais c'est probablement une des clés de son succès. C'est qu'il part d'un enracinement, d'un ancrage qui fait en sorte que les personnes accompagnées vont faire un changement qui est significatif pour eux. Et la dynamique de la remise en route, de la remise en mouvement, est une dynamique qui est tellement difficile dans les premiers pas et qui est exponentielle par la suite, qu'il est très important que l'enracinement soit puissant au départ. Parce que plus l'enracinement est puissant, plus l'effort monumental à faire pour réessayer à nouveau et reprendre le risque de l'échec devient envisageable. Si l'enracinement est une prescription, je dois chercher du travail parce que je me suis fait dire que j'étais un profiteur ou que je n'avais pas d'avenir et qu'il fallait que je me bouge, et que ça ne correspond pas à ma priorité, eh bien je vais y aller comme une prescription, c'est-à-dire avec la culpabilité, et la probabilité d'échec est beaucoup plus forte. Donc, paradoxalement, un jeune qui veut retrouver un travail devra peut-être commencer par régler ses problèmes avec son père, ou sa mère, ou ses voisins, ou à réussir à une performance sportive. Quelque chose qui lui permet d'avoir un support à l'action complètement ancré dans sa réalité. Et c'est probablement ce que vous faites en partant avec ce que les gens demandent, les aspirations des personnes.
Est-ce que c'est ce qu'on fait? C'est ce qu'on essaie? Non, parce que, Yann, je vous rappelle qu'au début, c'était une conversation. Et donc, je pose une question et en fait, j'ai juste une petite voix. Mais la petite voix me dit, on essaie. Allez. Vous essayez. On essaye. Moi, ce que j'ai compris, c'est que vous n'avez pas de programme quand vous arrivez. Vous n'avez pas d'intention particulière. Vous ne voulez pas faire des choses spéciales, vous, gens. Vous ne leur demandez pas, vous ne débarquez pas dans un quartier en vous disant on va augmenter le taux d'emploi ou on va diminuer le taux de décrochage. Vous partez avec les préoccupations des gens au quotidien. Est-ce que je me trompe? En fait, il faudrait parler un peu plus fort. Donc, à partir du moment où vous ne sélectionnez pas, vous n'entrez pas dans une logique de dispositif qui, et c'est bien normal, a des objectifs précis à obtenir, mais qui essaie de les obtenir de façon prescrite. C'est-à-dire qui mandate des travailleurs sociaux ou des professionnels pour obtenir quelque chose de précis, une insertion, une meilleure scolarité, un meilleur régime de santé, alimentaire, etc. Bref, ça a une logique de prévention ou d'intervention ou de promotion, mais ça a une logique très ciblée sur des objectifs avec des moyens et une durée déterminée. Et ces objectifs et ces durées déterminées conditionnent la relation. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit arriver l'intervenant, on sait qu'il vient de nous demander des choses. Même s'il commence par nous demander comment on va. C'est un peu comme le vendeur qui rentre, qui frappe à la porte et qui vous dit « Je suis venu savoir comment vous avez, et en même temps j'ai des choses à vous vendre ». Alors il y a dans la relation avec le professionnel un contrat à établir qui est tout à fait possible. Je travaille beaucoup avec des professionnels et en mettant sur la table leurs engagements et leurs mandats comme un objet de négociation, ils peuvent obtenir des résultats intéressants. Mais si c'est uniquement prescriptif, ça ne fonctionne pas. Donc une des forces du rocher, c'est la possibilité d'arriver sans condition, c'est-à-dire la relation pour la relation. Et créer les conditions pour que cette relation restaure la confiance qui va permettre de faire un pas dans un projet qui est important pour soi, ses proches ou la réalité à laquelle, la collectivité à laquelle il s'identifie. Un autre élément important. Pour agir, il faut agir dans l'espace du présent. En fait, quand on y réfléchit, on ne peut pas agir ailleurs. Donc, le pouvoir d'agir, ça élimine directement toutes les réflexions sur le passé, sur l'intervention passée, l'histoire personnelle, etc. Et ça limite également l'action sur le futur, en fixant les objectifs de façon unilatérale. On se concentre sur l'action dans le présent. Et on se base sur l'expérience, puisque connaître, c'est être. C'est-à-dire qu'on peut toujours développer une connaissance livresque formidable de la natation. Si on ne met jamais les pieds dans l'eau, on ne fera jamais l'expérience de la natation. Alors là aussi, on a beaucoup de prescriptions. C'est-à-dire des gens qui vous donnent des orientations qu'ils n'ont jamais vécues, dont ils n'ont pas l'expérience. Alors qu'en fait, ce qui est important, ce n'est pas ce que la personne pense, ce n'est pas les préjugés qu'elle construit, c'est l'expérience qu'elle a. Donc on ramène les gens à l'expérience dans le présent et on a un support pour pouvoir agir. Il y a 3 positions possibles qui sont toutes problématiques, qui sont la façon dont on gère les pratiques sociales en général. Celle du policier, c'est-à-dire du contrôle social. Celle du sauveur, qui est la plus problématique, parce qu'elle présuppose que la personne est incompétente dès le départ et elle prend sur ses épaules toute la responsabilité du changement et de la nature du changement. Donc elle confirme à la personne qu'elle est incapable, implicitement, même avec beaucoup d'amour et de tendresse. Elle la maintient toujours dans une position passive. Et la position du militant, qui a l'inconvénient d'être extrêmement ciblé sur l'action collective, et donc sur l'intervention qui n'inclut pas tout ce que vit la personne. Ce qui nous préoccupe ne touche qu'une partie de ce qui me concerne.
Donc on retrouve des situations où des gens sont militants pendant des années, collectivement réussissent des choses et sont personnellement malheureux. Parce que la dimension personnelle, leur façon personnelle de vivre la situation, n'est pas prise en considération. Donc on utilise le modèle du passeur dans cette approche, c'est-à-dire un modèle où on est simplement là pour aider à passer un moment difficile, un moment délicat de la vie, sans poser de questions sur d'où la personne vient, ni où elle s'en va. C'est encore une caractéristique qu'on retrouve, j'ai l'impression, dans l'intervention du Rocher, c'est-à-dire qu'il y a ce caractère inconditionnel dans l'accueil qui fait qu'on ne vous demande pas de compte sur d'où vous venez et on ne juge pas où vous voulez aller. Et ça donne un espace d'expression très intéressant et ça vous donne un rôle de passeur. Je passerai peut-être sur le reste pour ne pas vous faire perdre trop votre temps. Parce que j'aimerais qu'on ait du temps pour les échanges. Je vais peut-être passer à la dernière... Ah oui, la dernière diapositive, ça c'est simplement pour vous montrer que c'est un travail qu'on a testé pendant 10 ans avant de le mettre en pratique. On a aujourd'hui 10 000 personnes formées dans 5 pays et on rencontre régulièrement des groupes et des associations qui, spontanément, ont une logique de développement de pouvoir d'agir sans savoir, comme M. Jourdain, que ça s'appelait comme ça. Voilà, en gros, je ne veux pas aller beaucoup plus loin sur cet aspect-là, théorique. Il y a les 3 livres, là, pour les gens qui sont intéressés à faire des lectures. Peut-être ce qui est important de regarder dans ce qui a été dit aujourd'hui, c'est la question du temps. Il y a un philosophe dont je ne connais pas le nom qui a dit un jour « Le temps ne pardonne pas ce que l'on fait sans lui ». Je crois que toutes les projections gouvernementales, ou à court terme ou à moyen terme, qu'elles viennent du gouvernement ou d'ailleurs, de régler les problèmes, de créer les conditions pour que les problèmes se règlent en permettant aux gens de développer leur pouvoir d'agir, ont peu de chances d'aboutir. Parce que c'est le fait que vous ayez du temps qui fait qu'on dit dans les diapositives, dans le diaporama, que le Rocher, il ne lâche pas. Ils continuent, ils sont toujours présents. Ils sont têtus. Ils ne nous laissent pas tranquilles jusqu'à ce qu'on finisse par arriver à changer. Mais il faut avoir du temps pour faire ça. Il ne faut pas avoir de contraintes de dispositifs, des comptes à rendre, ou alors à moyen et long terme. Donc il faut repenser la logique publique de dispositifs et de prescription pour lui donner, non pas y renoncer, puisque c'est la fonction de l'État que de prévoir et de protéger, mais y trouver une souplesse suffisante pour faire en sorte que le passage du temps puisse jouer son rôle. Et c'est vrai, on ne fait pas pousser une fleur en tirant sur sa tige, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire aller plus vite les choses qui doivent prendre le temps de se faire, et notamment de bien aller chercher l'ancrage. C'est ça qui est important. Je regarde si j'avais d'autres choses à vous dire. Et peut-être pendant ce temps, est-ce qu'il y en a un qui peut préparer la première question? Et on prend quelques minutes, là, simplement, si... Oui, et poursuivre l'échange. La question de libérer la capacité d'agir. En fait, elle n'est pas enfermée. C'est juste que les conditions ne sont pas créées pour qu'elles se manifestent. Parce qu'une des choses qu'on a découvert, c'est que les gens ont les solutions à leur situation, mais ils ne savent pas qu'ils les ont. On utilise la phrase en disant « les gens ne savent pas qu'ils savent ». Et un des apports du Rocher, c'est justement de par l'écoute et par l'accueil, c'est de laisser l'espace nécessaire pour qu'émergent ces solutions des personnes elles-mêmes. Voilà, je vous remercie.